Bien, merci beaucoup à l'équipe d'Octave de m'inviter fidèlement. Je suis extrêmement heureux d'être là chaque année depuis bientôt 10 ans et très privilégié après autant de sessions inspirantes d'avoir le privilège de faire la dernière. Merci de cet honneur. I apologize for the translator because I use a special French, special expression, et c'est pas toujours facile à traduire, donc désolé déjà, merci de votre patience. C'est du belge, oui. Alors, le titre de cette intervention est celui de mon premier livre, Cessez d'être gentil, cessons d'être gentils, soyons vrais. Et j'ai bien conscience, en proposant ça, je nous prends tous un peu à rebrousse-poil. Nous avons tous appris à être bien gentils et pas trop vrai, s'il te plaît. Évidemment que la gentillesse que je vise dans ce titre et dans mon propos, c'est pas la vraie bonté, la vraie générosité, qui sont des qualités que, comme vous, je chéris, bien sûr. Ce que je vise, c'est la gentillesse de façade. Celle qui nous fait dire « oui, bien sûr, nous reviendrons avec plaisir chez vous », alors qu'on se pense intérieurement « ah non, plus jamais, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé ». Ce qui veut dire « tout va bien », alors qu'intérieurement on dit « ah non, ça va vraiment plus, mais j'ose pas le montrer ». Ce masque que nous portons, et nous sortons d'une période où c'est clairement plus qu'une image, mais qui nous étouffe à la fin, qui nous gêne aux entournures. C'est rigolo, un masque à carnaval, ou pour une fête masquée un soir, mais toute une vie derrière un masque, c'est étouffant. Et beaucoup d'entre nous étouffons derrière ce masque social. Nous avons donc besoin d'apprendre à être vrai, à être sincère, à être authentique. Et vous allez voir qu'est-ce qui nous empêche. Parce qu'il y a bien un dénominateur commun, je pense, à tous les êtres, c'est que nous cherchons à vivre des relations vraies, profondes, fécondes et fluides. Vrai, nous sommes fatigués des masques, des agendas cachés, de l'hypocrisie, de la langue de bois. Vrai. Profonde, fatiguée des relations de surface qui n'adressent pas, comme on dit en franglais, les vrais enjeux. Vrai, on parle de ce qui est enjeu vraiment, pas de faux fouillant. Profonde, féconde, fatiguée des relations qui n'aboutissent sur rien, qui tournent en rond sans valeur ajoutée. Féconde. Et fatiguée que nous sommes des relations avec des irritants systématiques que l'on rencontre pratiquement tous les jours, tous les matins, tous les soirs, et sur lesquels nous semblons n'avoir pas de pouvoir. Nous avons besoin de savoir comment recréer des relations fluides quand elles ont pu être, bien sûr, par moments conflictuelles ou tensions. C'est vers ça que nous tendons. Et j'aime vous le montrer au tableau. Je prends mon petit marqueur qui est un peu plus large que celui qui sont là pour vous indiquer ceci. Nous cherchons à vivre des relations vraies, profondes, fécondes et fluides. Tout dessin a ses limites, évidemment. Celui-ci parlera aux financiers parmi vous. Mais l'idée, c'est d'avoir cette sensation d'être sur notre fil rouge de façon de plus en plus croissante. Vous le savez, ceux qui ont un rapport avec le corps tous les matins par des exercices savent qu'il y a deux mouvements dans le corps. L'un, c'est contraction, méfiance, fermeture, ah non, on reste par ici. Et l'autre, c'est expansion, ouverture, confiance. Ah, allons plutôt par là. Nous sommes joyeux, heureux, féconds quand nous sommes sur notre fil rouge, c'est-à-dire que nous savons qui nous sommes, quels sont nos talents, comment les mettre au monde, et que nous vivons dans un climat d'encouragement. Nous sommes malheureux, tristes, défaits quand nous ne connaissons pas bien nos talents et que nous restons contractés. Nous tendons vers cette expansion. Et si vous me permettez cette précision, je crois profondément que nous tendons vers un état de paix intérieure de plus en plus profond, stable et transportable à travers les difficultés. Je ne vous demande pas de me croire, mais de vérifier dans les jours qui viennent. Faites des arrêts sur image. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je conduis mes enfants à l'école? Pourquoi je pars travailler 8 à 10 heures par jour? Pourquoi je rentre le soir? Pourquoi je fais vite des courses? Pourquoi je prépare à manger? Chaque fois, vous viendront des besoins de premier ordre, comme ceux qui ont travaillé avec moi dans les ateliers le savent. Appartenir, assurer ma sécurité matérielle, le confort de mes enfants, prendre soin. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais les besoins s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. À l'intime, vérifiez. S'il n'y a pas le besoin de sentir que vous faites ça parce que vous pensez que ça va vous apporter davantage de contentement. Vous avez fait des études parce qu'en apprenant des matières, vous serez plus libre, pourrez faire des choix, être plus responsable. Contentement. Vous vous êtes dit à un moment, je vivrai bien à deux, ce sera plus agréable. Engagement dans un couple. Puis vous vous êtes dit, mais on va transmettre la vie, faire des enfants, ça va être merveilleux. Et vous dites, ça va nourrir mon contentement. Je vais les amener à l'école parce qu'ils vont apprendre des choses. Moi-même, j'ai gagné ma vie pour les nourrir, ça va être de contentement, de l'enchantement. Et à un moment, de choses à faire en choses à faire, on oublie qu'on a tout fait pour goûter un profond contentement intérieur. Et je ne demande pas de me croire, mais c'est mon expérience d'accompagnement des personnes à travers les cycles et les saisons de l'existence depuis bientôt 25 ans. Personne tout en quête de sens. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quel est mon fil rouge? Eh bien, nous cherchons, je pense, à goûter ce contentement intérieur profond, stable, transportable à travers les intempéries, parce qu'il y en a des intempéries, des épreuves, et nous aimerions sentir que la paix demeure à travers les intempéries. Et cet état se révèle
contagieux. Et il y a donc un impact citoyen, à savoir comment nourrir un état de paix intérieure stable. C'est ce que j'appelle dans mon travail de l'intériorité citoyenne. Si c'est vers ça que nous tendons, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas ça que nous vivons? Qu'est-ce qui fait que nous sommes loin de ça? Alors je vous propose de voir certains conditionnements. L'enfant en nous, sans idéalisation, a pu chevaucher son élan de vie et être complètement dans un profond contentement intérieur. L'enfant, il n'est pas dans l'appréhension du futur, ni dans le regret du passé. L'enfant, il est là. À nous, il faudra des années de pleine conscience avec Martial pour revenir là. Alors qu'on y était. Et puis l'enfant n'est pas différencié de son entourage. Il est, comme l'évoquait Satish, en interconnexion constante. Ce que Thich Nhat Hanh appelle l'inter-être, l'appartenance, pas de cloisonnement. Quand l'enfant joue dans son bain, petit bain en plastique posé dans la grande baignoire des parents, avec le petit canard jaune et l'éponge, eh bien il est eau chaude, canard jaune et petit bain en plastique tout à la fois. Quand plus tard il court derrière les papillons dans les hautes herbes, il est course, cheveux dans le vent, éclat de soleil et papillon. Et quand enfin il fait des câlins avec papa ou maman, il n'y a pas toi adulte là devant de plus ou moins tel âge ou tel sexe, et moi petit enfant ici, il y a nous. Le nous primaire, le nous primal, le nous qui préside à toute fécondation, le nous qui permet, qui co-crée. Conscience du nous. Il n'y a pas je et tu, il y a nous. À cet enfant qui est dans ce profond contentement, des parents bienveillants, habités des meilleures intentions, suivis d'enseignants de tout type, habités de bonnes intentions la plupart du temps, et c'est parce qu'il y a très bonne intention qu'on ne voit pas qu'il y a un piège, auront dit des choses comme « Mais mon petit, ma petite, on ne fait pas les choses parce qu'on y goûte un profond contentement, on fait les choses parce qu'il est l'heure, parce qu'il est temps, parce que c'est par ici, mais jamais par là, on fait comme ceci, mais on ne fait pas comme ça. » Il faut travailler beaucoup, s'engager, trouver un conjoint, faire des enfants, ne pas oublier de payer sa pension de retraite et de téléphoner à bonne maman le soir de Noël. Et mine de rien, vous avez ce petit être qui était parti pour suivre son élan de vie, qui se coule dans le moule, se conforme à la norme et finit par prendre ce qu'il vit, sa façon de penser, l'organisation de ses priorités, le ton qu'il emploie, l'écoute qu'il a ou qu'il n'a pas. Et il finit par prendre tout ça pour l'exercice de sa liberté. Je suis comme ça, c'est ma liberté, j'agis comme je veux, sans mesurer à quel point il est pris dans des enfermements. Des enfermements. Dans des systèmes de pensée, des mindsets. Combien de speakers n'ont pas parlé de mindset? Des enfermements dans des systèmes de pensée qui ne sont pas revisités, pour lesquels il n'a pas pris l'habitude de s'asseoir dans ce que j'appelle la chaise du discernement, de l'intériorité. Je revisite mes priorités. Elles ont été pertinentes, le sont-elles toujours? J'ai fait des choix, ils ont été justes, ne sont-ils pas obsolètes? Je me réaligne. Ceux qui ont travaillé dans les ateliers avec moi ont appris à se poser utilement la question « Comment ça va ?» qui n'est pas bénigne. Qu'est-ce qui me réjouit? Qu'est-ce qui m'enchante? Qu'est-ce qui me fait joie? Et donc, qu'est-ce qui fait sens? Tout ce qui fait sens fait joie. Par où est mon aimant et ma boussole? Qu'est-ce qui me peine, qu'est-ce qui me chagrine et que j'ai besoin de comprendre et de démanteler pour de plus en plus savoir ne pas retomber dans des circonstances comme ça. Petit travail d'intériorité citoyenne. Eh bien, malheureusement, la plupart du temps, pris dans nos enfermements, nous ne revisitons pas nos systèmes de pensée. Et nous fonctionnons donc comme ces pianos anciens, souvenez-vous, il y a un carton troué, il y a de la musique, il y a même les notes qui fonctionnent. Mais il n'y a pas d'artiste. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. C'est un peu ennuyeux et parfois franchement pompant. Il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de créativité, on ne sort pas du carton. Pour combien de nos contemporains est-ce que la vie n'est pas un peu ennuyeuse et parfois un peu pompante? Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Où est l'artiste? Est-ce qu'il n'est pas temps de déchirer le carton et de remettre l'artiste pour qu'il nous enchante sur son piano? C'est à nous à faire cette démarche-là, et nous voyons bien l'enjeu citoyen. Combien de speakers n'ont pas parlé de changer notre mindset, revisiter les circuits neuronaux, faire de nouveaux circuits de neurones? C'est du boulot, hein? C'est pas peace and love, c'est pas bisounours. C'est du travail, d'observer
nos mécanismes, parce que dans cette tension entre la vie que je voudrais vivre et qui va par là, que je sens souvent à l'intime de moi-même, et la vie que je vis là pour le moment, une tension s'instaure, c'est comme une bouche de crocodile, vous le voyez. Et là s'engouffrent beaucoup de mécanismes compensatoires. Je compense mon mal-être. Je suis pas heureux au travail, je suis tendu, énervé, je ne me remets pas en question, je ne sais pas qu'on peut se remettre en question. Personne ne m'a dit qu'on pouvait s'asseoir dans la chaise du discernement pour apprendre un sentier par où j'ai envie d'aller. Personne ne m'a dit ça. Je rentre à la maison, une petite bière me détend. Deux petites bières me détend bien. Tout un pack de bière, je suis bien détendu, figurez-vous. Je suis angoissé, crise d'angoisse, au secours, la guerre d'Ukraine, peut-être l'explosion atomique. Qu'est-ce qui va arriver? Mes enfants, une pilule, je dors mieux. Deux pilules, je dors très bien. Toute la poêle de pilules, j'y passe le week-end. C'est vite fait dans une société de consolation, comme le dit joliment le philosophe Patrick Vivray, d'avoir sous la main des mécanismes compensatoires. Et d'autres sont plus socialement admis. Je travaille comme une bête, le nez dans le guidon, je suis devenu work-alcoolique, mais tout le monde me félicite, tu es engagé, tu travailles bien, bravo, tu es au bord du burn-out, mais ça, tu ne le vois pas, puisque tu ne t'assieds pas dans la chaise du discernement. 3 semaines plus tard, tu seras sur un lit d'hôpital avec ta boîte de calmant, c'est malin. Si tu t'étais écouté, tu aurais eu tous les signaux sur ton tableau de bord pour te dire « Hé, stop !» Tu vas tomber en panne. Ceux qui ont travaillé moins ont vu les sentiments sont des clignotants. Ils indiquent que des fonctions fonctionnent, tant mieux, on va par là, et que des fonctions dysfonctionnent et ont besoin de soins. C'est très, très, très utile, ce n'est pas un détail. Nous avons tous ensemble appris à créer une société dans laquelle nous avons plus appris à compenser le mal-être qu'à nourrir le bien-être profond, stable et contagieux, rayonnant. Compenser le mal-être, on sait faire. C'est facile d'accès. Nourrir le bien-être profond en commençant par apporter un peu de paix et de joie à ce premier humain dont chacun de nous a la charge, qui est nous. Ah, c'est pas dans nos formations, c'est pas dans nos habitudes, c'est pas dans nos mindsets, c'est pas dans nos circuits neuronaux. Mais ça ne va pas dire par hasard, hein. Ça nous demande qu'on s'implique. Et qu'on instaure une discipline, une hygiène de conscience. On sait faire la guerre parce qu'on s'y discipline, malheureusement, et on en voit la tragédie, et c'est vraiment proche de nous. Eh bien, on sait faire la paix si on s'y discipline aussi. Rien de gentil là-dedans. Hygiène de conscience. Pour petit à petit, je ne vais pas vous laisser sur ce dessin tragique, évidemment. Petit à petit, apprendre à comprendre mes fonctionnements. Tiens, quand je pense comme ceci, j'agis comme ça, j'obtiens tel résultat, ça me convient ou pas. Petit à petit, je mets en cause mes fonctionnements. Et vous voyez bien que le processus est un cheminement, rien de magique là-dedans. J'emploie souvent l'image du jardinage, il y a un rythme, il y a des saisons, et le jardinier est maître du soin, mais il n'est pas maître de la saison. Quelque chose d'autre vient souffler, à quoi nous pouvons avoir accès si nous sommes patients, ouverts, confiants, interconnectés, comme disait Satish, et que nous sentons que la saison est propice, et que si vous semez aujourd'hui, vous n'avez pas le fruit demain, mais sans doute en juin ou en juillet. Confiance dans les processus vivants. Je vous propose donc d'aller voir comment quitter nos enfermements et nous aligner de plus en plus vers notre fil rouge. Qu'est-ce qui nous enferme? Et avant ça, je vous partage 2 clés qui nourrissent mon travail. La première, c'est une citation de Paul Watzlawick, que sans doute vous connaissez. Paul Watzlawick est le père de l'analyse des systèmes relationnels, plaçant l'individu dans son écologie. L'individu n'est pas tout seul. Tout système a ses lois. Et une des premières lois, c'est celle-ci. Si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Vous direz, bah oui, c'est évident, on la connaît la formule, on ne savait pas que c'était Watzlawick, on reste bien. Paul Watzlawick, oui, mais ça veut donc dire que si je veux obtenir autre chose dans la relation à moi-même, dans la relation à mon ado adorable, dans la relation à mon collègue de travail, à mon équipe, dans la relation à la nature, aux ressources, au climat, je vais devoir faire autrement. Ben oui, il va falloir faire autrement, tous bien d'accord. Ah oui, et comment tu vas faire autrement si tu penses pareil? C'est juste impossible. Si je ne revisite pas le système de pensée qui m'a fait agir de telle façon et obtenir tel résultat, je vais reproduire quasiment l'identique, avec des petites variantes. Il est donc plus que temps que j'apprenne à m'asseoir dans la chaise du discernement, revisiter mes enfermements et réaliser, tiens, quand je pense comme ça, j'agis comme ça, j'obtiens ça. Ça me convient, ça convient à mes frères humains, et est-ce que ça convient à la planète? Si la réponse est négative à une de ces questions, il est plus que temps que je pivote à l'intérieur de moi-même pour dire maintenant je vais apprendre à penser plutôt comme ça. J'obtiendrai ceci qui correspondra mieux à mes besoins, aux besoins de ma communauté humaine et de la planète. 3 enjeux fondamentaux qui ont été rappelés par combien de speakers?
Ce pivotement, vous l'aurez perçu, n'est pas nécessairement confortable. C'est un trait commun pour toutes les personnes qui sont entrées dans un petit travail sur soi. Nous préférons un malheur bien connu à un bonheur inconnu. C'est surprenant de voir cette pesanteur, cette inertie, cette difficulté à sortir des habitudes de fonctionnement, cette résistance au changement. C'est incroyable. Alors que si chacun de nous savait quelle perspective de bonheur, de joie et de joie partagée, de joie féconde, de joie rayonnante il y a à avoir fait ce pivotement, tout le monde le ferait. Mais il y a un attachement à la souffrance, j'appelle ça dans mon travail, c'est une série de pièges que j'ai identifiés, que j'ai appelés des mécanismes autobloquants. J'appelle ça la culture du malheur, qui culmine parfois en culte du malheur, le goût du drame, l'attachement à la souffrance. Ça vous paraît peut-être suspect, mais c'est un grand classique en thérapie, et j'en étais moi-même le prisonnier, s'attacher à la souffrance comme si ça me donnait une identité. Mon Dieu, nous avons besoin de transformer ça et de créer une culture de la paix. Si pas de la joie, au moins de la paix. Ça se travaille, vous voyez. Donc, la première formule, c'est d'apprendre à pivoter à l'intérieur de soi pour penser autrement et faire autrement. La deuxième formule qui a suivi mon travail, vous la connaissez, c'est une formule d'Einstein. Tout problème là devant moi ne peut pas être résolu si je reste au niveau de conscience qui a généré le problème. Si je reste au niveau de conscience, je vais refaire la même chose ou quasi de la même chose. J'ai donc besoin d'élever ma conscience pour regarder les choses avec une autre perspective et comprendre un peu the global picture, en sorte de pouvoir interagir autrement. Et donc ça demande de lâcher mes circuits neuronaux de nouveau et de m'en faire de nouveau un petit travail. Alors allons voir, si vous le voulez bien, certains pièges qui nous maintiennent dans nos enfermements. Et nous rejoignons le titre de cette conférence et de mon bouquin, c'est « Cessons d'être gentils, soyez vrais ». Dans nos éducations, la plupart du temps, nous avons eu la chance d'être accompagnés la plupart du temps par de bons parents. Donc l'idée, ce n'est pas de critiquer les parents, papa, maman, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, avec souvent la meilleure des intentions, beaucoup d'amour, et en tout cas, les moyens qu'ils avaient. Et pour moi, c'est précieux de respecter les générations précédentes dans les moyens qu'ils avaient, qui étaient beaucoup moindres sur le plan de la connaissance de soi, de la relation humaine, que ce que nous avons aujourd'hui. Nous disposons aujourd'hui d'outils extraordinaires, qui devraient être d'ailleurs livrés au grand public, comme l'évoquait Walter, ça devrait s'apprendre à l'école depuis tout petit. Mais bon, beaucoup de choses à changer dans l'éducation, on est bien d'accord. Je vous propose donc de revisiter votre enfance, non pas pour accuser papa-maman, mais pour comprendre certains pièges qui font des enfermements, dans cette conscience qu'on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Vous avez l'évidence? Ben oui. Mais vous allez voir que ces pièges-ci, on ne les voit pas forcément. Nous avons besoin de prendre conscience du piège pour se dire, ben, j'ai envie de m'en libérer. Mais on ne peut pas non plus sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas comment il s'est enclenché. Et bien des gens se disent, oui, je suis pris au piège, c'est mon éducation, c'est la tradition familiale, j'ai toujours appris, je suis comme ça, je suis pris au piège, comme si j'avais les pieds pris dans un piège à loup. Vous voyez, clac, boum. Oui, comme ça. Je suis éduqué comme ça, c'est ma nature. Ah oui. Vous savez comment on vit quand on est pris au piège et qu'on ne change pas le piège? On vit avec à peu près autant d'aisance que ceci. C'est ça, la fluidité dans la vie. Nous avons donc besoin, au-delà de se réaliser, il y a des pièges, de comprendre comment ça s'enclenche, comment ça se déclenche, ce qu'on pousse, ce qu'on tire et comment on sort de ce piège. Ça demande de se mettre un peu les mains dans le cambouis et de faire son petit travail d'intériorité, pas nécessairement confortable, on est bien d'accord, mais qui va nous permettre petit à petit de se libérer du piège et de retrouver une aisance de circulation, une grâce même, jugez vous-même. Premier piège, je vous propose d'abord pour comprendre les pièges, voici le conditionnement dans lequel nous sommes souvent entrés. Ça évolue avec le temps, heureusement, mais personnellement, j'ai 64 ans. J'ai grandi dans ce climat-là, avec de bons parents présents. J'ai pu entendre des choses, peut-être vous avez entendu les mêmes. Tu serais gentil de ranger ta chambre, s'il te plaît. Puis tu serais gentil de m'aider à la cuisine, ou d'aider papa au jardin, s'il te plaît. Puis tu serais gentil de mettre ta belle robe ou ta belle chemise pour aller chez bonne maman dimanche. Elle aime bien ça, bonne maman. Et puis enfin, tu serais gentil de nous ramener des bonnes notes de l'école. Ça, c'est ce que nous avons entendu. Mais ce que nous avons capté et encodé dans notre petit disque dur affectivo-psychologico-sensoriel, qui risque bien de nous télécommander notre vie durant, nous-mêmes n'étant qu'une sorte de Pinocchio dont les fils sont tirés par l'inconscient, et d'un tout autre ordre. Ce n'est pas « tu serais gentil de ranger ta chambre », ce que nous avons encodé, mais « je t'aime si tu ranges ta chambre ». Je t'aime si tu accomplis les tâches que je te demande maintenant. Je t'aime si tu mets le vêtement que j'ai choisi pour toi parce que c'est moi qui sais.
Et enfin, je t'aime si tu ramènes des notes sécurisantes de l'école et me rassure, moi, ton parent angoissé qui ne sait pas gérer ses angoisses par l'intérieur et qui attend d'être compensé par l'extérieur par de bons petits enfants sages. Je ne dis pas un instant que c'est ça que les parents disaient. Ce que je dis, parce que c'est cette vérité-là qui m'intéresse, c'est qu'en nous, enfants, ça s'est imprimé comme ça. Ça a fait impression. Et cette impression peut nous télécommander notre vie durant si nous ne sommes pas conscients. Ça a créé un système de croyances. Je crois que pour être connu, apprécié, aimé, il faut que j'ai certains comportements adéquats. Et voici 5 pièges, dont le premier est le piège du faire, F-A-I-R-E. Nous aurons plus appris à faire qu'à être. Faire, ça nous savons faire. Être. Vous voyez, comme pour beaucoup d'entre vous, c'est sans doute une nouveauté, certains ont de la pratique là-dedans. Mais méditer, s'asseoir, prendre un moment avec Isabelle pour réveiller l'autruche qui sommeille en nous. Qui parmi vous n'aura pas dit « je suis piégé de choses à faire en choses à faire, je cours tout le temps ». Eh oui, le risque, voyez-vous, c'est que si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans ma vie, il y a inévitablement de moins en moins de vie dans les choses à faire, parce que tout est compacté. Où est le temps pour s'asseoir, méditer, se centrer, revisiter ses choix? Le piège du faire me coupe de moi, en premier lieu. Quand est le temps pour rêver, pour être tendre, poétique, créateur? Ça vient vite, vous savez, le piège du faire. Moi, je vous l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir de bons parents présents et aimants, mais j'ai vite perçu, tiens, si je fais, vous m'aimez. Si je fais bien, vous m'aimez bien. Oh. Si je fais bien et beaucoup, vous m'aimez bien et beaucoup. Et c'est parti pour la course. Je vais faire bien, beaucoup, pour être bien et beaucoup. Aimez. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Et dans cette course éperdue, il y a comme un cri de fond. Aimez-moi, parce que moi, je ne m'aime pas. Reconnaissez-moi, donnez-moi une place, valorisez-moi, parce que moi, je ne me donne pas de la place. Je ne me valorise pas. J'ai peu d'estime de moi. Course éperdue. Ça m'a amené en thérapie. J'ai longtemps ignoré cette petite voix. Je ne pratiquais pas la chaise de l'intériorité. Mais à un moment, j'ai écouté une petite voix qui me disait « Ta course éperdue est perdue ». Et effectivement, je courais tellement vite que j'avais plus de temps pour moi, ni pour avoir une relation amoureuse stable et un peu durable, et un peu de sécurité pour accueillir des enfants. Ça m'a amené en thérapie. Heureusement que j'ai écouté ma petite voix intérieure à un moment, avant le burn-out, tout juste sans doute. Faire. Nous avons besoin d'apprendre à être dans la relation à soi, dans la relation à l'autre. Beaucoup de relations à l'autre sont saccagées par l'absence de conscience de l'être. J'ai accompagné beaucoup de jeunes gens lorsque j'ai commencé à pratiquer la communication non violente, puisque je m'étais occupé de jeunes de la rue. Il y avait souvent des jeunes qui arrivaient et qui me disaient « je viens vous voir ». Parce que moi, je n'arrive pas à parler à mon père. Mon père, il est très pressé, très occupé. Quand je lui dis que ça ne va pas trop, il s'assied sur le coin du canapé ou du fauteuil, prêt à repartir. J'ai à peine dit 2-3 choses parce que je n'ai pas trop les mots pour dire ce qui ne va pas. Papa, il pense qu'il a tout compris. Alors, il prend son téléphone, il prend des mesures pour moi, mais ce n'est pas ce que je lui demande. Moi, j'aimerais qu'il m'écoute. Il ne m'écoute pas, papa. Alors, peut-être que si je vous paye, vous allez m'écouter. Il n'y a pas de blâme à avoir pour le parent, papa ou maman, qui est là en face du gamin. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ou dans le cœur de ce parent? Eh bien, c'est qu'il est gentil. Ce parent, il a appris, il y a un problème, je résous. Action, réaction, tac, tac. Un problème, je fais. Il n'a pas appris, il y a un problème, je suis. Il n'a pas appris ça du tout. Et donc, grosse angoisse. Ah, t'es dans la rue, mais je te pense à l'école tous les matins, t'es dans la rue, tu joues bien ton jeu, et tu fumes des joints, mais mon vieux, tu fumes des joints, mais tu connais le risque de ça. Et pour payer tes joints, tu piques dans les magasins. Mais mon vieux, t'es en dépression, ça c'est sûr. Attends, j'ai un ami médecin, on va prendre des mesures tout de suite, ça va se régler. Action, réaction. Trop menaçant ce qui se passe dans cet humain-là. Comment puis-je être à l'écoute de l'humain devant? En plus, c'est mon gamin, alors que je n'écoute jamais l'humain dedans. Ça ne s'invente pas l'écoute, ni l'empathie. Ça se pratique, ça se jardine. Avec un peu de connaissance de soi et d'intériorité citoyenne, ça pourrait, parmi 1000 versions, donner ceci. Ah, t'es dans la rue, t'en as ras-le-bol de l'école, ras-le-bol, oui. Ah, t'aurais besoin que
c'est plus de sens. Tu as besoin de sens, oui. Les maths, tu ne vois pas le sens. En quoi ça va t'aider? Tu as envie d'être plus généreux, plus joyeux, plus impliqué, et tu ne vois pas en quoi les maths vont t'aider. Ah. Donc tu as besoin que quelqu'un te donne le sens. Et le prof ne te le dit pas. Ils te disent, ton programme, c'est comme ça. Il y a pas... Oh, ce n'est pas une réponse d'adulte. Je comprends que tu sois en colère et que tu aies besoin de sens. Et alors, tu fumes des joints parce que la vie est plate. Et tu as besoin d'intensité et de densité. Waouh, tu as besoin de sentir que la vie est intense et tu trouves ça dans les joints. Ok. Waouh, ça te va que je te dise ce que je sens là? Je suis épaté. Tu as découvert à ton âge, tu as 17 ans, 2 clés fondamentales du vivre. Le vivre, c'est sens, ça va par là. Ça fait sens, ça signifie, ça donne une direction. Ah. Et intensité, densité. Alors, je te remercie de m'en parler si simplement. Je te propose qu'on garde cette conversation ouverte et on voit comment on peut trouver du sens et de l'intensité, peut-être autrement qu'en fumant des pétards. Qu'est-ce que tu en penses? À plus tard. Ils sont où les parents qui ont appris à être disponibles à écouter l'autre dans ce qu'il traverse, sans s'agiter, paniquer, s'effrayer? Juste pour être dans du nous fécond, du nous sécurisant, sans jugement, sans croyance, sans il faut, tu dois, il est temps que tu, sans là tu vas à ta perte. Moi je sais ce qui est bon, pensée binaire. Non. Présence. Faute de ces capacités à être ensemble, dans un climat qui permet souvent, je ne vous demande pas de me croire, mais qu'effectivement une intelligence collective se réveille, parce qu'on est ouvert. Faute de ce discernement, ce qui arrive assez souvent, c'est que si tu étudiais tes mathématiques, tu ne serais pas largué. Je t'avais bien dit qu'il faut bosser, mon vieux. Et puis si tu avais gardé ta participation dans ton équipe de foot, ta vie serait un peu plus, comment tu dis, intense, c'est ça? Tu aurais des matchs, et puis tu serais bien disant, là, je n'ai qu'à t'en prendre qu'à toi-même, je t'avais prévenu. Et voilà, boulot de papa assuré. J'ai jugé, critiqué, reproché, j'ai fait mon travail. Vous voyez la misère de nos habitudes, de nos circuits neuronaux? C'est pas complètement débile? La culture du malheur, les rapports de force, la méfiance, la séparation, division, tu, il n'y a plus de nous. La course contre le temps, il est temps que tu te débrouches. Voilà 5 pièges que j'ai appelés des mécanismes autobloquants dans nos processus d'évolution et qui font partie de mon dernier livre qui s'appelle « D'autres façons d'être adulte, fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Ce n'est pas une publicité indirecte pour mon livre, non. C'est une publicité officielle. Piège du fer dont nous avons besoin d'apprendre à sortir en travaillant l'être. Il est temps, mesdames et messieurs, de quitter l'âge du fer et d'entrer dans l'âge de l'être. Deuxième piège que je vous propose de visiter, c'est la difficulté à avoir une bonne estime de soi. Souvent, l'estime de soi, nous l'avons mis dans le regard de l'autre. Si l'autre est content sur nous ou par rapport à nous, tout va bien. Et si l'autre est fâché sur nous ou émet des doutes ou peut-être des critiques, rien ne va plus. Nous sommes très, très, très fragiles par rapport au regard des autres. Et je vous en parle comme quelqu'un qui a été longtemps, et qui est encore à l'occasion, fragile par rapport au regard de l'autre, qui n'a pas encore tout à fait trouvé son ancrage, pour pouvoir entendre la critique sans être déstabilisé et manifester de l'empathie. Vous voyez, ce mouvement que certains jouets d'enfants lestés de plomb manifestent bien. Je sais écouter ce qui ne va pas, encaisser une contradiction, mais je reviens dans mon centre. Je crois que ça s'appelle un culbuto, si je me souviens bien. Trouver notre culbuto intérieur. Ça se travaille. Paix intérieure, intériorité citoyenne. Ce n'est pas un petit enjeu, l'estime de soi. La plupart des thérapeutes, des accompagnants, des coachs, etc., confirmeront que ça manque à 90% de la population. C'est un véritable enjeu sanitaire. Et ça devrait être au fond la préoccupation de tout système éducatif, faire en sorte que ce petit homme grandisse dans une juste et bonne estime de soi. Et ne vive donc pas de sentiments de honte, ni de rejet, ni de culpabilisation, mais soit encouragé à valoriser tout son magnifique potentiel. Et ce n'est pas vraiment comme ça que fonctionne nos systèmes éducatifs jusqu'ici. Vous me direz, c'est du développement personnel, ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Attends. Qui n'a pas connu dans une équipe celui qui prend tout le succès à lui? C'est lui qui a tout fait. On a envie de dire, écoute, tu as contribué, mais tu es dans une équipe, rabasse un peu ton ego, s'il te plaît, c'est pompon. C'est vrai que c'est pompon d'avoir quelqu'un dont l'ego est hypertrophié. Un peu d'estime de toi, de juste estime de soi, parce que vous l'aurez perçu, l'ego hypertrophié, c'est un manque complet d'estime de soi. Je la joue dans la mascarade, parce que je suis tout vide à l'intérieur.
Mais de l'autre côté de l'échelle ou du curseur, il y a la personne toute timide qui se rallie systématiquement aux opinions de tout le monde. Vous êtes depuis plus longtemps dans l'entreprise, donc si vous savez mieux, non, je ne suis pas compétente dans ce domaine. On va dire, attends, te rallie pas systématiquement à l'opinion de tout le monde, apporte ta valeur ajoutée, on ne te paye pas pour être juste là à subir, contribue. Vous voyez que c'est un enjeu citoyen que d'apprendre à développer une juste estime de soi. Imaginez simplement que tous nos dirigeants à travers la planète aient travaillé à découvrir une juste estime de soi et évitent le piège de l'ego hypertrophié. Je ne vous fais pas un dessin, ça change les choses significativement. Ça devrait être la base de tout système éducatif. Je perçois l'ego, je perçois ses risques et je ne tombe pas dedans. Mais ça demande que j'ai discerné, que j'ai vu le risque d'être piégé dans l'ego et que j'en ai pas peur. Juste estime de soi. Troisième piège que je vois découlant de cette impression, je suis aimé si je fais les choses au bon moment, à heure et à temps, voyez-vous, c'est la peur de la différence. Nous vivons souvent la différence comme menaçante. Si l'autre est différent, au secours. Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, assez souvent, c'est que notre propre différence, nous l'avons vécue comme menaçante. Je risque d'être rejeté du groupe si je me montre différent. Comment ça vient? Assez simplement. Rappelez-vous cette belle fantaisie, cette grande sensibilité, cette joie de vivre qui vous habitait quand vous étiez enfant et qui enchantait vos grands-parents quand, le dimanche, vous alliez déjeuner chez eux et vous sortiez des commodes, tous les vieux jouets et tous les coussins et vous faisiez des constructions invraisemblables. Vos grands-parents étaient d'autant plus enchantés de toute cette fantaisie que ça ne durait qu'une après-midi, une fois par mois. Vous êtes arrivé en maternelle et vous avez développé la même fantaisie, sorti tous les jouets, monté des bricolages incroyables. Est-ce que vous vous souvenez que la maîtresse d'école vous aura dit « Waouh, quelle créativité t'habite, mon enfant, c'est magnifique, autant de créativité, tu as réussi à sortir pratiquement tous les jouets de notre classe, tu vas être vraiment un leader pour notre équipe, merci d'être qui tu es ». Vous vous souvenez de ça, vous? On vous aura dit, ou on vous aura fait comprendre, tu es un peu trop comme ceci ou tu n'es pas assez comme ça. Rentre dans la petite case de la gentille petite fille ou du gentil petit garçon qui picote la vache sur le trait noir, pas à côté. Et la vache, on ne la peint pas en bleu. Tu avais jamais vu une vache bleue, une vache, c'est brun. Voilà. Et vous aurez appris, je vais vous donner un très joli mot belge, vous aurez appris à vous racrapoter. Recroqueviller. Et une partie de vous, bien qu'adulte, est toujours racrapotée. J'ai une immense fantaisie en moi, mais je n'ose pas la montrer. J'ai une immense détermination, mais on ne va pas m'aimer. J'ai une immense fragilité qui peut être utile au monde, dans ce monde si brutal, mais je ne vais pas m'intégrer comme ça. J'ai une grande rigueur, mais si je suis trop rigoureux, on ne va pas m'apprécier. Et j'étouffe, je tais, je tue des parties de moi. Ce qui arrive, c'est que si je réprime ce qu'il serait juste que j'exprime, ça s'imprime, et tôt ou tard, je déprime. Au-delà du plaisant jeu de mots, j'ai pu, dans mon travail de thérapeute, accompagner bien des personnes, il y a d'autres facteurs pour la dépression, on est sans doute d'accord, mais dont le passage par la dépression ou par des mécanismes compensatoires a trait à cette répression d'une partie de soi. J'ose pas me mettre au monde, j'ose pas éclore tel que je suis, avec tout mon potentiel. Et j'en ai été, un gentil avocat, bien sage, qui fait bien ce qu'il doit faire. Avec toute une immense fantaisie, créativité, qui est non, je ne vais pas me montrer ça, non, on ne va pas m'aimer. C'est dangereux. Puis je ne vais pas gagner ma vie avec ça. J'étais ce que Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé, qui est le fondateur de la communication non violente, j'étais a nice dead person. Very nice and very dead. Apprendre, c'est ça la clé, à accepter ma propre différence, ma spécificité, va me permettre d'accueillir la différence de l'autre, sa spécificité, parce que vous l'aurez compris, au-delà de ce que je vous ai mimé là, sur des enjeux de sensibilité, de créativité, il y a aussi que si j'ai senti que ma façon de voir les rapports au bien, à la propriété, à l'argent était différent que ce que mes parents me disaient, si ma façon de voir le rapport à la religion, à la transcendance au sacré était différent de ce que mes parents vivaient, etc., je peux devenir assez vite intolérant si je vois des adultes qui ne vivent pas comme moi
moi, je sens les choses, qui pratiquent une autre religion, qui ont d'autres idées philosophiques et d'autres façons de gérer les biens ou les services. J'ai très envie de leur dire, rentre dans l'ordre. Moi, je suis rentré dans l'ordre, s'il te plaît. Ou alors, rentre chez toi, si par malheur, tu viens de loin. Et nous voyons combien notre difficulté à accueillir notre propre différence peut rendre difficile l'accueil de la différence de l'autre. Parce que nous n'avons pas grandi dans un climat où le foisonnement des différences des uns et des autres pollinise l'intelligence collective. On l'a tellement bien vu avec la conférence d'Émile Savant-Chavert hier. Faire contribuer toutes les intelligences, apprendre des intelligences des autres, comme disait ce président américain. Fabuleux, mais ça devrait être la base de l'éducation. Laisser foisonner toutes les façons de voir le monde, plutôt que de dire le programme c'est comme ceci, vous agurgitez et puis vous régurgitez, sans valeur ajoutée. C'est absurde. C'est pas comme ça qu'on va rencontrer la complexité. Walter le rappelait aussi dans sa conférence, nous avons besoin d'éduquer complètement autrement. C'est une urgence. Et là, peut-être call to action, vous êtes beaucoup des parents, allez frapper aux portes des écoles en disant il y a une urgence, s'il vous plaît. Apprenons à nos enfants à se connaître, intelligence émotionnelle, intelligence émotionnelle, s'il vous plaît. Imaginez la révolution citoyenne qui est dans nos mains si tous les parents parmi vous vont dire aux profs d'école, aux directeurs d'école, on a besoin de cours de connaissance de soi, de gestion non violente des conflits, d'intelligence émotionnelle. Lire, écrire et calculer, c'est parfait, mais ça ne sert à rien si on se chamaille. Quel pouvoir est en nous? C'était le troisième piège. La différence, nous la vivons souvent comme menaçante au lot que comme source de créativité, de transformation, d'éveil. Et c'est un travail sur soi que d'apprendre à travailler ça. J'arrive au quatrième piège, toujours lié à cette impression « je t'aime si t'es sage, si t'es gentil ». C'est la difficulté à dire non. À dire non, parce qu'on ne va pas m'aimer si je dis non. Donc je dis des oui gentils pour être aimé. Et j'ai donc besoin d'apprendre absolument à dire non. À temps, dans la bonne mesure, et s'il vous plaît, à la bonne personne. Beaucoup de tensions viennent de ce que j'ai dit, et oui gentil toute la journée au travail, au patron, aux collègues, aux fournisseurs, aux associés, etc. J'arrive à la maison et j'en ai complètement ras-le-bol, je balance un non cinglant à mes gamins. La violence perpétuée sur les enfants à la maison, le soir, par des parents qui n'ont pas appris à s'asseoir dans la chaise du discernement et à prendre leur douche psychique, est un véritable génocide qui n'est pas dans les journaux. Nous avons absolument besoin, quittant le travail, de prendre un sas de transition. Douche psychique aussi rituelle que la douche physique. Nous prenons des douches physiques pour nous sentir bien. Propreté, hygiène pour soi. Mais également courtoisie pour l'autre. Il nous viendrait à l'idée de personne, ayant nettoyé son grenier, nettoyer tout son jardin, d'aller tout empester à une réunion de travail. Respect des autres, je n'arrive pas avec mes humeurs. Eh bien, psychique aussi, je ne dérange pas les autres avec mes humeurs. J'en prends soin. Et donc, je fais ce petit travail de discernement, de réaliser, là, je suis vraiment agacé, j'ai besoin de régler ça demain. Là, franchement, j'ai un doute, qu'est-ce que j'aimerais qu'on se comprenne mieux. Et là, ça m'a pas mal agacé, il faut que je résolve ça demain exactement. J'ai besoin d'une meilleure compréhension. Je classe. Ensuite, j'écoute, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais avoir 1 heure de silence ou de méditation, ou faire mon yoga, ou pouvoir retrouver l'autruche que m'a appris Isabelle. J'aimerais. Et j'accueille cette partie de moi dont je sais que je ne pourrai pas prendre soin, parce qu'il y a la troisième phase qui sont les enfants à la maison. Mais j'écoute, parce qu'elle est vivante. Et je ne souhaite pas qu'une partie de moi qui est vivante, à force de ne pas se sentir écoutée, se venge. Toutes les parties de moi ont besoin d'être écoutées. Et c'est une clé de non-violence. Nos besoins ont plus besoin d'être identifiés que satisfaits. Donc j'écoute toutes les parties de moi, parce que ça donne une respiration, et je me donne peut-être un rendez-vous, je ferai ma méditation demain, j'ai un peu plus de temps, ou ce week-end, ou mon violon, ou ma peinture, ou ma marche en silence. Je me donne rendez-vous. Et puis j'écoute la troisième partie de moi qui est rentrée à la maison, retrouver mes chers petits que je n'ai pas vus depuis ce matin. Douceur, tendresse, appartenance, lien, patience. Voilà les valeurs avec lesquelles je veux rentrer à la maison. Et si le gamin fait une bêtise grande comme ça, je ferai un ajustement grand comme ça, témoignant de justesse et d'alignement. Et le gamin encode, tiens, quand un parent rentre fatigué d'une longue journée de travail, il demeure juste. Ça m'inspire, j'ai envie d'être comme ça. Je prolonge.
Le risque, s'il n'y a pas de douche psychique, vous l'aurez bien perçu, c'est que je suis pressé, je quitte le travail, je suis en retard, mon rapport au temps est hostile, mon Dieu, la course, etc. Vite, 2-3 petites courses, faire à manger, rentrer à la maison, préparer leur repas. Les gamins se chamaillent, et ça m'énerve un petit peu. Et là, j'en envoie une en pleine tronche. Et le gamin voit ça et s'est dit, quand on est adulte, on peut être injuste et abuser de la force. Ah, j'encode et j'aurai mon tour. C'est pas bénin, vous savez. Il y a encore des gens qui pensent qu'envoyer une baffe à un enfant, ça fait partie de l'éducation. Vous imaginez ce qui s'encode. Vous prendrez cette responsabilité, vous, d'encoder de la violence? On va attendre combien de guerres débiles pour réaliser qu'il est plus que temps de changer nos chemins neuronaux et d'être acteurs de paix partout où nous sommes. Partout. Encoder la non-violence, comme l'évoquait Satish hier. Les moines jains sont non-violents par essence. C'est du boulot. Hein. Voilà la douche psychique qui va nous apprendre à clarifier à quoi je dis oui quand je dis non. Nous sommes dans ce piège de la difficulté à dire non à temps, dans la bonne mesure, à la bonne personne. Souvent, nous avons accumulé des frustrations et puis ça explose. Il est temps d'apprendre à dire les choses plus clairement. Imaginez, je vous donne un petit exemple, que là, pendant le congrès, vous recevez un appel d'un ami entre deux trucs, c'est le café, la pause, qui vous dit « on fait un petit dîner ce week-end, viens avec ta compagne, ton compagnon, on vous attend avec plaisir ». Et là, vous êtes entre trois choses à bavarder avec les autres. Vous dites « oui, ben, avec plaisir, oui, bien sûr ». Et puis vous rentrez ce soir ou demain à la maison, vous dites « mais pourquoi j'ai accepté ça ? Oh, j'ai passé 3 jours loin des miens, mes enfants, à la maison, j'ai juste envie d'être tranquille au coin du feu avec ma femme et mes enfants. » Ben bon, vous y allez parce que vous avez dit oui, vous êtes gentil, et avec un peu de chance, ça se passe bien. Bon. Le week-end d'après, vous êtes dans un autre congrès ou dans une réunion au travail, les mêmes amis vous appellent, vous entendez deux trucs, et vous redites oui, parce que c'est ces amis quand même, c'est sympa, ils sont gentils, vous êtes gentils, tout le monde est gentil, et puis vous y allez quand même, parce que c'est quand même sympa, alors que vous préféreriez faire autre chose. Le troisième fois, ça arrive sur votre boîte vocale, et là vous dites à votre conjoint, votre compagnon, compagne, mais ils nous pompent l'air avec leurs invitations à la noix de coco. Ils ont que ça à faire, des dîners les samedis soirs. Et regardez la mécanique. À force d'avoir été si gentil, vous voilà méchant. Personne vous a obligé d'accepter la première invitation. Personne. Qu'est-ce qui a conditionné ce réflexe pavlovien de dire un oui gentil, alors qu'au fond de vous-même, si vous étiez consulté, vous auriez dit non? L'habitude, l'inertie, le chemin neuronal, être apprécié, être connu, c'est des bons amis, ils sont sympas, en plus ils ont une piscine quand même, c'est bien. Comment on réagit à ça? On réagit en étant vrai, c'est tout aussi simple que ça. Au téléphone, merci pour ton invitation, je suis dans un congrès, je vais vérifier si on est libre, je te rappelle, à tout à l'heure, salut, schlouk. Et ce que je vérifie, ce n'est pas l'agenda des choses à faire. Ce que je vérifie, c'est ma qualité d'être. Comment je me sens, comment ça va, l'exercice qu'on a fait avec ceux qui sont venus en atelier par rapport à l'invitation. Et là, j'écoute toutes les parties de moi. Une partie de moi est touchée, réjouie, ravie, parce que les besoins d'amitié, de partage, de retrouvailles, de joie de vivre, de fêter ensemble, sont nourris par cette invitation. C'est vrai. Mais je ne suis pas dans la pensée binaire, hein. Et en même temps, de l'autre côté, il y a une partie de moi qui est fatiguée, qui a besoin de se reposer ce week-end, une partie de moi qui n'a pas vu les enfants toute la semaine et mon conjoint. J'ai besoin de liens, de douceur, de tendresse, d'appartenance familiale. Et dans ma balance intérieure, vous voyez qu'il ne faut pas que je démarre l'écoute de moi ce jour-là. Hein, l'exercice, comment ça va, est intégré dans notre vie quotidienne tous les jours pour que ce soit fluide et que rapidement, mon petit radar intérieur me dise ça penche quand même pour la vie de famille ce week-end-ci. Voilà. Et donc, quand je rappelle le copain le soir, écoute, j'ai vérifié intérieurement, je te remercie d'abord de ton invitation, merci pour l'amitié, merci pour la fidélité. Vous nous invitez souvent et ça nous fait toujours chaud au cœur, jeune homme, la vérité, toute la vérité. Et on espère revenir une prochaine fois parce que là, je sors d'un séminaire passionnant et toutefois, je suis fatigué, je n'ai pas vu mes enfants de toute la semaine et ça va être ma priorité, c'est quand même d'être en famille ce week-end. Merci beaucoup et à bientôt. Cloup, sans aucune culpabilité. Voulez-vous que vos amis vous aiment pour ce que vous faites? Vous êtes sympa, vous êtes bien habillé, vous apportez du champagne, ou pour ce que vous êtes? Une personne sincère qui sait nommer l'amitié, la joie d'être ensemble et le plaisir de se retrouver dès que possible, et en même temps qui sait nommer l'attachement à la famille, à la tendresse, à la douceur, au nous familial, sans nier le nous amical, l'un n'empêchant pas l'autre. Faute de ce discernement, qu'est-ce qui arrive? Je rappelle le soir et je dis, tu sais, j'ai vérifié l'agenda, c'est pas possible, il y a ma belle-mère qui vient le week-end, tu sais ce que c'est, on ne pourra pas venir, pauvre. Et j'invente un truc bidon, comme un gamin pris dans le chocolat. Dites, le chaos du monde,
la langue de bois, l'hypocrisie que nous voyons tous les jours dans les journaux, dans les systèmes politiques ou autres, ça ne vous casse pas suffisamment les pieds pour ne pas en rajouter là où vous êtes, dans l'univers qui vous appartient? Est-ce que ce n'est pas à cet endroit-là que nous pouvons développer de l'hygiène de conscience et vérifier que ma parole soit impeccable? Premier accord Toltec. Je dis des choses vraies et justes. Hygiène de conscience contagieuse. 10 minutes, il est temps que je... Merci Christine. Vous voyez que j'ai remplacé le non par le oui. Non, on n'est pas disponible. Non, c'est pas possible. Non, je suis trop fatigué. Non, à bientôt. Salut. Oh, pas très sympa pour le copain. J'ai remplacé par oui. Oui à l'amitié. Oui à se revoir. Oui à fêter la vie, c'est tellement sympa. Oui aussi à la vie de famille. Oui à l'appartenance. Oui à la tendresse. À bientôt. C'est ça le petit truc facile. Clarifiez ce à quoi vous dites oui quand vous dites non. De l'autre côté, tout le monde ne vous dit pas oui tout le temps. Nous avons donc besoin d'apprendre à clarifier à quoi l'autre dit oui quand il dit non. Le non de l'autre n'est pas la fin du dialogue. Ça indique juste que l'autre, qui est autre, a d'autres priorités. C'est légitime, non? Vous souhaitez être reconnu dans votre légitimité, le minimum, c'est de reconnaître l'autre dans la sienne. Alors, je vous donne un exemple. Quand mon aînée Camille, qui a maintenant 23 ans, avait 7 ans, elle fête son anniversaire, il est 7h30 du soir, elle joue avec ses jouets. Et je lui dis, ma Camille, on va aller dormir, il est 7h30. Elle me répond, non papa, je joue. Et je m'entends répondre, non, on dort. Elle me répond, non papa, je joue. Voilà. On fait quoi? À l'époque, j'ai encore la force de la foutre au lit contre son gré. C'est le modèle du monde que je veux donner à mon enfant. La violence abusive, la contrainte, les rapports de force, la culture du malheur. Ah non, hein, j'ai besoin d'être complètement cohérent avec ce que j'enseigne toute la journée. Et puis je sais qu'il y a d'autres moyens. Mais j'aurais pu être dans l'autre état, c'est lui dire, ah, t'es pas fatigué? Ok. Tu éteindras la lumière quand tu montes? Ok. Et puis si tu te sors en ville, prends ma carte de crédit, amuse-toi bien. Hein. Et là, je démissionne de mon rôle de père structure quand même, père repère. Donc, on va travailler autrement. Je vais aller voir à quoi elle dit oui quand elle dit non. Est-ce que tu veux dire, ma Camille, que tu es toute contente des jouets que tu as reçus? Ah, bonne maman, t'as enfin donné un jouet utile. Elle a compris. Et alors, tu as besoin de comprendre. Tu aimerais comprendre ce jouet-là, tu veux que je t'aide. Ah, tu as besoin d'aide. Hein? Elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'aide. Et puis, papa, je t'ai pas vu de la journée, là, j'ai envie de jouer avec toi. Ah, tu as envie d'être avec moi? Elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'être, et elle a envie d'être avec moi. Waouh! Moi, j'ai pas mis mon enfant au monde pour la foutre au lit à 19h30. C'était pas l'objectif. Avec Valérie, ma femme, on les mettra au monde à 19h30, au lit à 19h30, tu comprends? Non, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'est l'enchantement. Nous allons transmettre la vie pour nous enchanter d'être vivants ensemble dans un monde vivant. Et là, je m'enchante. Je peux aider cet être humain. On peut se rencontrer, on peut partager de la joie. Et donc j'en profite. Et tous les parents parmi vous savent qu'il ne faut pas passer 2 heures avec un enfant pour qu'il soit joyeux d'être avec vous. 10 minutes suffisent, de pleine conscience. Et après 10 minutes, je n'ai pas oublié l'autre partie de moi-même. On n'est pas dans une ambiance binaire. Hein. Je vais dire, ma Camille, j'ai eu beaucoup de plaisir à essayer de comprendre celui-là. On y est arrivé. Hein. Il y a un corps qu'on n'a pas bien compris. Est-ce que ça te va qu'on essaie de jouer avec celui-là demain soir? Parce qu'il y a aussi l'enjeu du sommeil. Tu te souviens? Quand moi, je suis fatigué, que je rende une conférence tard, je suis un peu grognon dans la voiture le matin pour aller à l'école. Hein. Et toi, quand tu es fatigué avec ta sœur, vous vous chamaillez. Tu as déjà vu cette mécanique? Alors, ça t'irait d'aller dormir maintenant et on continue demain. Ça te va? Allez, viens. Et bien sûr, je te raconte une histoire. Allez, viens. On n'est plus dans un rapport de force. Je, tu. On est dans du nous. Du nous fécond, profond et fluide. Clarifier ce à quoi l'autre dit oui quand il dit non. Se rejoindre, créer du contact. C'est un enjeu fondamental lorsqu'il y aura un désaccord. La prochaine fois avec un autre, prenez le temps de vous asseoir et de dire on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Raconte-moi ta position, je souhaite de l'écoute et du respect pour la mienne. Le minimum, c'est que j'ai de l'écoute et du respect pour la tienne. Et donc ceux qui ont travaillé avec moi le connaissent ce geste. Je t'écoute. Écoutez, c'est la sardou. Et c'est pas facile. Partie de moi compulsive voudrait intervenir. Mais j'apporte à cet humain la qualité d'écoute que je souhaiterais moi aussi retrouver en retour. Et on peut arriver à ce point où, effectivement, comme je l'ai dit, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On ne va pas essayer de résoudre là ce soir. Beaucoup de conflits viennent de ce qu'on veut, la résolution là tout de suite, au lieu de laisser maturer l'intelligence collective.
Merci de m'avoir écouté. Je suis heureux de t'avoir écouté. Je comprends mieux ta position, même si je ne suis pas d'accord. Reconnaître la position de l'autre ne veut pas dire qu'on est d'accord. Hein. Ça te va qu'on en reparle quand tu voudras, demain ou après-demain. Allez, salut. Et ce que j'observe, je ne vous demande pas de me croire, mais ayant accompagné pas mal de parents avec des enfants, mais aussi de gens dans des rapports professionnels, c'est qu'assez souvent, si on a laissé les choses comme ça se détendre, dans une reconnaissance mutuelle, de l'intelligence collective s'éveille. Et l'un ou l'autre viendra vers l'un ou l'autre en disant « Tiens, j'ai réfléchi à ta position, c'est pas complètement idiot. Mais moi, j'ai réfléchi à la tienne, je la trouve intéressante quand même. » Et on va ensemble dégager souvent une troisième voie que personne n'aurait perçue si chacun s'était accroché à mon « je, me, moi » et à ton « tu, te, toi » en oubliant le « nous ». Il y a bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre, on n'y arrive pas toujours, mais ils essayent, bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux intelligences qui veulent avoir raison. Ça atrophie l'esprit, la prétention à avoir raison. C'est une absurdité très engrammée dans nos circuits neuronaux. Il est temps qu'on lâche ça. Vous voyez la catastrophe que ça fait sur la planète. Les égos hypertrophiés qui prétendent avoir raison. Mon Dieu, il ne faut pas faire un destin pour mesurer combien c'est destructeur. Co-créons du nous. C'était le quatrième piège, la difficulté à dire et à entendre non. Et enfin, dernier piège de ce conditionnement, je t'aime si tu es sage et c'est gentil, c'est la difficulté à contacter nos émotions et à en faire bon usage. Utiliser les émotions comme des clignotants sur un tableau de bord pour aller voir nos fonctions. Souvent, nous avons appris à être juste dans notre tête et ça nous coupe de toutes sortes d'autres canaux d'intelligence qu'il est temps de réveiller. Je n'ai pas le temps de vous faire malheureusement le petit dessin du petit bonhomme de la communication non violente, mais vous le trouverez avec grand intérêt dans mes livres. Je termine avec deux propositions. La première, c'est que depuis le temps que j'accompagne les personnes dans les cycles et saisons de l'existence, j'ai acquis cette conviction profonde, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça dérange, ça gêne aux entournures. Cette incarnation est trop petite pour nos aspirations. Et je pense que ce propos parlera à toute personne, qu'elle soit ou pas dans un cheminement spirituel, dans une ouverture spirituelle, religieuse ou laïque ou philosophique, toutes sortes de façons de pratiquer la vie de l'esprit, spire, le souffle qui nous inspire. Je pense que chacun de nous sent un appel à la générosité infinie, à la solidarité infinie, à l'harmonie infinie si possible, à la justice infinie si c'était possible. Nous sentons cette aspiration. Et ce que j'observe, c'est que si je ne prends pas un temps d'attention pour cette partie de moi qui aspire à quelque chose d'infiniment plus vaste que ce que je vis dans le contingentement de l'espace-temps, si je ne trouve pas une pratique, une attention toute personnelle et vivante, pas copier-coller de quelque chose d'extérieur à moi, mais personnelle et vivante pour accueillir ce flot de vitalité en moi, eh bien, si je réprime cette aspiration, tôt ou tard, ça se comprime en moi, la frustration s'installe, assez vite l'amertume et tôt ou tard la violence. Tu es celui qui m'empêche de vivre ma vie. Combien de parents n'ont pas balancé ça à un conjoint ou à des enfants? Et si ce n'est pas la violence qui s'enclenche, ce sont les mécanismes compensatoires. Pour avoir accompagné pas mal de personnes dans des abus de drogue ou d'alcool, j'ai pu voir l'aspiration à l'infini qui n'est pas nourrie et qui amène à entrer dans les mécanismes addictifs. Nous avons besoin de trouver notre façon de nourrir notre vie spirituelle de façon tout à fait personnelle et vivante. Un résultat de ça, c'est la pacification du rapport au temps. C'est une dimension infinie, on peut la voir comme ça en tout cas, elle a commencé bien avant et terminera bien après. Qui parmi nous a pris le temps de pacifier son rapport au temps? Est-ce que notre rapport au temps est paisible? Viens là le temps, assieds-toi ici. Je t'intègre à tous mes projets. Tu es celui qui fait mûrir les pommes dans mon pommier, mon vin dans ma cave. Tu es celui qui me permet de réaliser mes projets. J'ai rêvé d'amour et de tendresse et grâce à toi, j'ai trouvé femme et enfant. Merci. Parfois, je suis un peu contraint parce que partie de moi voudrait être au-delà du temps, ça c'est clair. Mais peut-être que si tu es là, c'est pour me rappeler qu'il y a une part de moi qui est infinie et qui a besoin de s'accommoder de la finitude. C'est peut-être ça l'enjeu. Merci de ta leçon de sagesse. Est-ce que c'est ça notre rapport au temps? Est-ce que, faute même d'y avoir pensé sur cet ingrédient de base de notre existence, nous ne sommes pas dans un rapport combatif, pratiquement depuis l'enfance, contre le temps? Tu es mon ennemi, tu me ronges, tu me bouffes, tu m'empêches de vivre et de faire mes projets, fous-moi le camp. Enjeu de base de notre existence,
Ce n'est pas nous qui aurons raison. Notre course est perdue, est perdue. Nous avons besoin d'apprivoiser le rapport au temps. J'en ai eu besoin. Ça m'a mis des années de retrouver un rapport au temps doux. J'aime faire les choses, j'aime les faire avec douceur et de l'espace entre. Je pense qu'il y a là un enjeu citoyen. Nous savons que notre société court comme un Titanic débile sur son iceberg. Il est plus que temps de ralentir et de manœuvrer pour éviter cette explosion. Je ne suis pas catastrophiste, mais je suis vraiment optimiste et activiste. J'ai besoin que chacun de nous se mobilise pour retrouver un rythme juste, un rythme tendre. Une maman venant faire un stage avec moi sur le rapport au temps arrive et se présente en disant « Je vais faire le stage avec toi parce que mon enfant, il y a quelques mois, s'est retourné du haut de ses 7 ans dans le couloir qui mène aux chambres et il m'a dit « Maman, je ne m'appelle pas, dépêche-toi !» Dépêche-toi, range ta chambre, dépêche-toi, brosse tes dents, dépêche-toi. Nous n'avons pas mis nos enfants au monde pour qu'ils se brossent les dents, mettent leur pyjama, ni même réussissent leur bac ou fassent des études. Nous avons mis nos enfants au monde pour nous enchanter ensemble d'être vivants dans un monde vivant. Et c'est vrai que faire des études, se brosser les dents, bien dormir avec un pyjama, ça est une tendance assez intéressante pour l'enchantement. Mais n'inversons pas les réalités. J'en termine en vous proposant cette jolie formule de Christiane Singer, qui est un auteur que je chéris particulièrement et que peut-être certains d'entre vous connaissent. En tout cas, je suis heureux de vous la faire connaître, le cas échéant. Et dans une de ses conférences, elle disait ceci: dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas chacun de nous mourir de soif, eh bien, il nous faudra à chacun de nous devenir source. C'est ce que je nous propose. Bonne source.